Alors, merci à tous d'être ici, d'être avec nous ce soir pour cette première conférence des terrains innovants pour 2023-2024. On espère garder le rythme d'une conférence par mois avec sûrement une en présentiel sur le salon Educatech, mais on vous en dira un peu plus une fois que ce sera finalisé. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Yves Oudeyère, je le prononce bien? Oudeyée, pardon, presque, qui va nous parler de curiosité. Alors, comment la curiosité permet-elle de mieux apprendre? Et vous êtes directeur de recherche alors à l'INERIA, j'ai cherché, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et vous allez nous montrer comment vos travaux montrent comment l'intelligence artificielle permet de stimuler la curiosité et donc permet de mieux appréhender les apprentissages du côté des élèves. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je me présente très rapidement. Donc, je suis effectivement directeur de recherche à INRIA, qui est un institut de recherche en sciences du numérique. Mais il se trouve que moi, je dirige une équipe qui est à la frontière entre intelligence artificielle, sciences cognitives et technologie de l'éducation. Et je vais en fait essayer aujourd'hui de vous illustrer comment est-ce que des recherches qui sont au départ relativement fondamentales en sciences cognitives et en intelligence artificielle, en particulier autour de la modélisation de ce qu'on peut appeler la curiosité dans le langage de tous les jours, eh bien, peuvent amener à des applications sociétalement assez importantes, et en particulier dans le monde de l'éducation, amener à des applications qui sont aujourd'hui déployées à relativement grande échelle, par exemple par l'entreprise Evidence Babe, que par ailleurs j'aide et j'accompagne en tant que conseiller scientifique. La curiosité, c'est quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, on sait depuis un moment que quand les enfants, mais les adultes aussi, sont dans des états de curiosité, ils vont mémoriser beaucoup plus facilement des événements, des informations qui se présentent à eux. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui peut expliquer une corrélation qui a été identifiée entre les capacités ou les comportements de curiosité des enfants et la prédiction de leur réussite scolaire. Et au-delà de leur réussite scolaire, aussi la prédiction de leurs états de bien-être. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pour essayer de corréler ces choses-là. Et en fait, ces observations scientifiques, ces corrélations, elles sont associées aussi à un certain nombre de pratiques éducatives qui sont pas très récentes, qui remontent au moins, mais qui sont encore plus anciennes aux écoles, on va dire, à la Montessori. Il y a beaucoup de variantes, comme vous le savez, mais qui sont organisées autour de l'idée qu'il faut laisser des espaces de liberté et d'apprentissage permettant aux enfants d'exprimer spontanément leur curiosité et de les mettre dans un rôle proactif dans l'organisation de leurs apprentissages. Il y a eu beaucoup de recherches en sciences de l'éducation qui ont débattu des avantages et des inconvénients d'organiser l'école et l'éducation plus largement de cette manière-là ou d'une manière un petit peu plus classique et en particulier des débats organisés autour de la notion de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Alors si je caricature, c'est est-ce qu'on est dans une situation d'apprentissage où on laisse les enfants exprimer ce qui les motive pour et leur fournir un cadre d'apprentissage qui va correspondre à leur motivation, de telle manière que c'est eux-mêmes leur motivation intrinsèque qui va s'exprimer, ou est-ce que plutôt on les met dans un cadre d'apprentissage à l'opposé, si on caricature un petit peu, dans lequel c'est l'enseignant qui décide ce qui doit être appris, dans quel ordre, et qui donne des récompenses et des punitions pour diriger les apprentissages. Alors moi, je ne rentrerai pas tellement dans ce débat, mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde toute la littérature scientifique, mais aussi l'ensemble des débats pratiques, de la mise en pratique de ces différents modes d'éducation, eh bien, la plupart d'entre eux sont faits avec une discussion et une compréhension très superficielle des mécanismes des motivations intrinsèques et des mécanismes de la curiosité elle-même. Et ça, c'est un gros manque dans les sciences jusqu'à récemment. Et je vais l'illustrer. Et il se trouve que moi, la question des mécanismes de la curiosité
avec un certain nombre de mes collègues, nous y sommes arrivés par un biais un petit peu différent de celui de l'éducation, qui est celui d'essayer de comprendre de manière assez fondamentale quels sont les mécanismes qui permettent aux animaux et aux enfants en particulier d'avoir ce qu'on appelle un développement sensorimoteur, cognitif et social qui est ouvert et autonome. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est un petit peu une évidence quand on regarde les enfants, mais en fait, quand on les compare aux machines, on aperçoit que c'est pas si évident que ça. C'est que, en fait, les enfants, tout au long, et les adultes, tout au long de leur vie, ils sont capables d'apprendre des choses nouvelles. Quand ils sont tout jeunes, eh bien, ils vont commencer à apprendre à bouger leur corps, à attraper des objets avec leurs mains, suivre les objets de leurs yeux, se retourner, marcher, apprendre à faire du vélo, apprendre à parler, apprendre à faire du skateboard, etc. Tout un tas de choses. Et pour chacun de ces nouveaux apprentissages, eh bien, en réalité, il n'y a pas un ingénieur qui ouvre le cerveau et qui reparamètre des choses. Et ça, c'est très, très différent de la plupart des machines qu'on sait construire aujourd'hui. Mais en même temps, c'est évident un peu quand on le dit, mais ça reste vraiment un mystère. Et il y a un certain nombre d'indices, et je vais en montrer quelques-uns, qui montrent que parmi les mécanismes qui jouent un rôle extrêmement important pour expliquer l'organisation de ces apprentissages de plus en plus complexes, il y a à la fois des mécanismes internes et en particulier des mécanismes qui sont liés à l'exploration spontanée, à la curiosité. Et puis il y a des mécanismes externes qui sont liés au guidage de l'environnement social et en particulier au rôle du langage. Et en fait, dans l'équipe de recherche que je dirige, eh bien, on va essayer, dans un premier temps, de développer des modèles théoriques, et en particulier qui vont mettre en œuvre des outils de formalisation mathématique, informatique et d'intelligence artificielle, mais dans le but de nous aider à préciser les mécanismes et les concepts liés autour de l'apprentissage dirigé par la curiosité. Et donc ici, on va essayer de contribuer aux sciences cognitives, à la psychologie et aux neurosciences. Et puis, dans un certain nombre de nos autres projets, on va essayer de transposer un certain nombre de ces principes dans des machines pour les rendre plus robustes et plus autonomes. Et donc là, on va faire ce qui correspond peut-être un peu plus à l'idée générale que les gens se font de l'intelligence artificielle, bien qu'au départ, dans les années 1950, quand elle a été inventée vraiment dans l'objectif de développer des modèles qui nous permettaient de mieux comprendre de manière générale les mécanismes de la pensée, de l'apprentissage, et donc de mieux comprendre l'humain. Et puis enfin, on s'intéresse à l'application dans un certain nombre de domaines, et l'éducation est le domaine principal auquel on s'intéresse. Et donc, je vais essayer d'illustrer ces différentes dimensions. Et alors, en fait, j'ai commencé ces travaux avec un certain nombre de collègues et mon équipe il y a un peu plus de 20 ans. Et il faut dire qu'il y a une vingtaine d'années, dans les différentes communautés scientifiques, que ce soit en psychologie, en neurosciences ou en intelligence artificielle, quand on allait dans les plus grandes conférences scientifiques internationales, et qu'on disait qu'on travaillait sur la curiosité, tout le monde nous regardait avec des gros yeux et nous disait mais c'est pas vraiment un sujet scientifique, c'est pas scientifique la curiosité, c'est pas sérieux, etc., etc. Et donc ça, en fait, ça montrait bien que c'était un sujet qui était en dehors de ce que je peux appeler les sciences naturalisées, c'est-à-dire celles qui vont s'intéresser véritablement aux mécanismes neuronaux et psychologiques de la curiosité et leur rôle dans les apprentissages. Et l'une des raisons pour lesquelles c'était en dehors de ce champ, c'est que les paradigmes expérimentaux, en particulier en neurosciences et en psychologie, n'étaient pas du tout adaptés pour étudier ce type de phénomène. Et ça, je vais vous l'illustrer en fait avec l'exemple d'une vidéo qui illustre un paradigme expérimental très classique qui est utilisé en psychologie de développement, par exemple pour étudier le développement de la maîtrise des outils chez les enfants. Et je vais montrer une petite vidéo, et typiquement, en fait, c'est une vidéo qui a été faite dans le cadre d'études menées par une collègue en psychologie qui s'appelle Lauriane Radfischer, et elle utilisait un paradigme très classique dans lequel, avec des enfants d'âge assez variés, elle les mettait devant un dispositif que vous allez voir, dans lequel il y a des outils que l'enfant potentiellement peut utiliser, et afin de voir si l'enfant à différents âges est capable de comprendre l'outil, de l'utiliser, eh bien, elle essaye de mettre en œuvre un dispositif qui va amener l'enfant à vouloir résoudre un problème qui, d'une certaine manière, lui est imposé. Et donc là, vous allez voir, en fait, l'idée d'amener l'enfant à faire quelque chose, c'est qu'on va introduire un jouet dans un tube transparent qui est complètement caché. Pardon, le jouet est à l'intérieur du tube transparent, donc l'enfant voit le jouet,
et on suppose que l'enfant va vouloir obtenir le jouet pour jouer avec. Et pour obtenir le jouet, il va falloir qu'il utilise un outil pour le sortir du tube. Et donc là, la supposition, c'est que l'enfant, il veut le jouer, et c'est l'astuce que les scientifiques utilisent pour essayer de comprendre s'il est capable d'utiliser ou pas. Donc je vous montre la vidéo. Et donc là, vous avez vu, en fait, l'outil en question, c'est des espèces de petits bouts de bois qu'on enfile dans le tube, et ça permet de faire tomber la petite voiture. Et donc là, on a l'impression que l'enfant a réussi dans la tâche, il a récupéré la petite voiture, et l'expérimentatrice et la maman sont extrêmement contentes. Et donc, typiquement, ce genre d'expérimentation et de données va être utilisé pour faire des statistiques sur le nombre de fois où l'enfant a dû essayer pour résoudre le problème. Est-ce que ça corrèle avec sa capacité à maîtriser d'autres savoir-faire? Est-ce que ça corrèle avec son âge, etc., etc. Mais maintenant, en fait, je vais vous montrer le making-of de cette expérience. C'est en gros la même vidéo, mais je ne vais pas arrêter au moment où l'enfant récupère la petite voiture. À la suivante, voilà. Et regardez bien ce qui va se passer. Ah, look, it goes boom boom all the way along. Boom, 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 boom. Yeah, back in. Change the box. So the next one will be on. Alors, donc là, il s'est passé un truc très étonnant, parce qu'en fait, on pensait que le but de l'enfant, on avait interprété le résultat de l'expérience en pensant que le but de l'enfant, c'était récupérer la voiture. Mais la première chose qu'il fait quand il a récupéré la voiture, c'est d'essayer de la remettre dans le tube. Donc là, du coup, on ne comprend pas vraiment exactement ce qu'il voulait faire. Et alors, je vais vous montrer une autre vidéo avec d'autres enfants, et on s'aperçoit que, ben, en fait, c'est assez fréquent, ce genre de choses assez bizarres. Alors là, le point commun, c'est que la maman et l'expérimentatrice sont encore très contents quand la petite fille a réussi à faire tomber la voiture. Mais en réalité, la petite fille, qu'est-ce qu'elle dit quand la voiture tombe? Elle dit « Oh no !» Et en fait, elle n'est pas contente du tout. Et si vous aviez écouté ce qu'elle disait avant, elle a dit « Chou chou ». Donc en fait, elle n'essayait pas du tout de récupérer la voiture. Elle jouait au train, et elle imaginait que la voiture, c'était une locomotive, et que les petits bouts de bois, c'était des wagons. Et en fait, sans faire exprès, elle a fait tomber la voiture. Et donc du coup, comment est-ce qu'on interprète ce résultat? Est-ce qu'elle sait utiliser les outils? Dans les papiers en psychologie, la plupart d'entre eux, la réponse c'est oui. Mais en réalité, si on prend du recul, elle n'était pas du tout en train d'essayer de faire ça. Elle faisait quelque chose de totalement différent. C'est elle qui a inventé son propre problème et son propre objectif. Alors voyons encore une fois une dernière vidéo, et ça c'est l'une des meilleures. Alors ce petit garçon, en fait, il en a vraiment absolument rien à faire de la voiture. Et il fait quelque chose avec le bout de bois en essayant de l'utiliser comme une craie sur l'autre bout de bois. En fait, on entend, il dit choke. Et en fait, il se dit, mais tiens, ce bout de bois-là, je pourrais l'utiliser comme une craie. Donc lui, en fait, il hack complètement l'expérimentation faite par le psychologue. Et finalement, du point de vue de l'analyse classique du dispositif expérimental, il a raté, mais en réalité, c'est un génie. Parce qu'il a inventé une fonctionnalité du bout de bois que l'expérimentateur n'avait même pas imaginé, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme une craie. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend, en fait, finalement, en regardant ce making-of de ce genre de vidéo? C'est que même à l'intérieur d'un laboratoire où l'expérimentateur, le psychologue, il essaye de tout contrôler et d'imposer un problème à résoudre à l'enfant, eh bien l'enfant, il est très créatif et il va vouloir faire autre chose. Et c'est probablement cette propension à s'inventer ses propres problèmes et à explorer spontanément qui a un rôle beaucoup plus fondamental dans ses apprentissages. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir dans tout un tas de situations du quotidien, par exemple dans un salon où si on laisse un enfant tout seul et qu'il n'a pas faim et pas soif, eh ben, il ne va pas rester à attendre à rien faire, il va explorer spontanément tous les objets qui tombent à la portée de sa main.
Et donc ça, c'est probablement quelque chose d'assez fondamental dans les apprentissages. Alors en fait, en réalité, c'est pas quand même totalement nouveau pour les chercheurs en psychologie parce que dès les années 1950, il y avait un groupe de psychologues qui avait fait cette même observation et qui s'était dit qu'il y avait un ensemble de mécanismes exploratoires qu'on observait chez les enfants qui ne pouvaient pas être uniquement expliqués par ce qu'on appelle des motivations extrinsèques, c'est-à-dire recherche de nourriture, recherche de récompense sociale, protection de l'intégrité du corps, etc., etc. Et qui avait fait l'hypothèse qu'il y avait probablement dans le cerveau des circuits qui récompensent des choses comme la nouveauté, la surprise, la dissonance cognitive, ou alors plus récemment, par exemple, comme Csikszentmihalyi qui a proposé la théorie du flow, en disant que le cerveau, il apprécie des situations d'apprentissage qui sont ni trop faciles ni trop difficiles. Mais un problème, c'est qu'en fait, ces théories, elles sont restées vraiment verbales et relativement vagues. Elles n'ont pas été beaucoup plus précises en fait que ce que je viens de vous dire. Et en fait, elles ont été générées dans les années 1950-1960. Et puis finalement, l'intérêt pour les mécanismes, eh bien, il a disparu. Et ensuite, ce sont plutôt les recherches sur les pratiques éducatives dans les classes qui ont remplacé ce type de recherche au sujet des motivations intrinsèques, sans s'intéresser vraiment aux mécanismes. Mais heureusement, les choses ont changé depuis maintenant à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, parce qu'il y a un ensemble de laboratoires de recherche dans le monde, dont je fais partie, qui ont réintroduit ce sujet dans les sciences naturelles, si je puis dire, et qui ont formé progressivement une communauté de chercheurs et de chercheuses interdisciplinaires, en essayant de mettre au point des cadres théoriques et expérimentaux pour essayer déjà d'organiser les recherches dans ce domaine-là. Et je vais vous en donner quelques exemples, et on peut dire que ça a été quand même un succès, parce que alors qu'il y a 20 ans, c'était vraiment considéré comme un domaine très exotique, et bien aujourd'hui, par exemple, là on voit la couverture du journal Nature Reviews Neuroscience, dans lequel, avec Jacqueline Gottlieb, on a écrit une review des recherches les plus récentes sur ces sujets-là, en neurosciences et en psychologie, et qui a fait la couverture, et donc c'est devenu un sujet assez mainstream. Et donc un point commun de la plupart de ces recherches, c'est qu'elles vont essayer de modéliser l'enfant comme un petit scientifique qui va essayer de faire des expérimentations sur son corps et sur l'environnement pour essayer de mieux le comprendre. Et ça va mettre en œuvre principalement deux boucles d'apprentissage, deux boucles cognitives, et une première boucle très classique dans laquelle l'enfant, par exemple, eh bien, il décide de faire une expérience. Par exemple, je vais mélanger des liquides de telle et telle couleur, par exemple, quand il a joué avec un kit de chimie, puis il essaye de prédire qu'est-ce qui peut se passer. Et puis, ça peut être aussi des expériences qui sont formulées en termes d'objectifs ou de buts. Tiens, on pourrait essayer de construire une tour avec des bouts de bois qui fassent plus de 2 mètres de haut, par exemple. Et donc, ils se fixent des objectifs expérimentaux, et puis ils essayent des choses. Et puis, avant d'essayer, ils font des prédictions. Leur cerveau fait des prédictions. Et puis ensuite, ils essayent, ils mesurent la différence entre ce qu'ils observent et les prédictions, ce qui leur permet d'avoir des erreurs. Et les erreurs, elles sont fondamentales pour progresser et mettre à jour leur modèle interne du monde. Mais en fait, la question un peu fondamentale, c'est comment ils décident quelle expérience faire et dans quel ordre. Et c'est là qu'apparaît une deuxième boucle d'apprentissage qu'on appelle une boucle métacognitive, dans laquelle, en fait, il y a une partie du cerveau qui va essayer de modéliser quelle partie du monde, quel type d'expérimentation le cerveau arrive à bien prédire ou bien contrôler, et puis quel type d'expérimentation ou de situation sont beaucoup moins contrôlables, beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus surprenantes, par exemple. Et donc, en fait, il va y avoir une sorte de mesure dans le cerveau qui va mesurer différentes quantités, je vais y revenir, et qui va générer une sorte de mesure de à quel point ça peut être intéressant ou pas de faire telle ou telle expérimentation. Et donc, au-delà des travaux très classiques qui existent dans plein de laboratoires dans le monde sur, étant donné des observations faites par les enfants, comment est-ce qu'ils vont être capables de détecter des régularités et d'apprendre, eh bien, nous, on s'est intéressé à la question de comment ils vont décider qu'est-ce qui est intéressant à explorer et qui va les amener à collecter des nouvelles données. Et donc, il y a tout un tas d'hypothèses, par exemple, qui permettent d'essayer de comprendre qu'est-ce que le cerveau va trouver intéressant. Et donc, vous avez des gens qui ont fait l'hypothèse que peut-être ce qui va être intéressant, c'est de la nouveauté. Peut-être que ce qui va être intéressant, c'est la surprise ou le fait de faire des erreurs en prédiction. Peut-être ce qui va être intéressant, c'est la difficulté intermédiaire. Et alors, en fait, il y a un certain nombre de ces idées, eh bien, on s'aperçoit quand on essaye de les tester avec ce qu'on appelle des modèles opérationnels, des modèles informatiques. Donc, par exemple, on va essayer de construire des machines ou des robots, par exemple, dans lesquels on va
instancier, implémenter le mécanisme, eh ben on s'aperçoit qu'il va se passer des choses bizarres. Par exemple, si on dit à un robot ou à une machine, eh bien, essaye de trouver des situations qui sont extrêmement nouvelles, et c'est ça sur lequel tu vas te focaliser et passer ton temps pour apprendre. Eh ben, on va s'apercevoir, par exemple, qu'un robot, il va être toute la journée devant une fenêtre, et puis il va faire des gestes qu'on ne va pas être capable d'interpréter. Et donc l'avantage avec un robot, c'est qu'on va être capable d'ouvrir son cerveau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on va s'apercevoir que, eh bien, le robot, il s'est aperçu qu'une situation qui est très bonne pour fournir de la nouveauté et des erreurs en prédiction, eh bien, c'est de regarder par la fenêtre et d'essayer de voir à quel point les mouvements qu'il fait peuvent permettre de contrôler la couleur des chemises des passants dans la rue. Ah oui, parce qu'en fait, on lui a dit, essaye de maximiser la nouveauté ou les erreurs en prédiction que tu fais. Et en fait, à partir du moment où on le met dans un environnement où il y a suffisamment de possibilités, il va trouver des choses complètement absurdes comme ça à faire. Il va passer sa journée à faire de manière répétitive ce genre de choses. Et évidemment, c'est pas du tout ça dans lequel il va apprendre des choses. Et en fait, d'ailleurs, il n'y a rien à apprendre entre les relations entre les mouvements qu'il fait et la couleur des chemises des gens qui passent dans la rue, parce qu'il n'y a pas de relation. Mais sauf que lui, il ne le sait pas et il a fait juste qu'on lui a demandé. Et donc, en fait, on s'est aperçu que probablement pour expliquer l'organisation structurée et beaucoup plus sophistiquée que les enfants ont de l'exploration du monde, il faut des mécanismes un petit peu plus complexes. Et l'un des mécanismes qu'on a proposé et qu'on a testé et évalué au cours des années, c'est l'hypothèse du progrès en apprentissage. Et en fait, cette hypothèse-là, c'est une hypothèse qui dit que le cerveau va apprécier les activités pour lesquelles, au départ, il y a de la difficulté, il y a des erreurs en prédiction, mais s'il y a un petit peu d'effort qui est investi dans l'activité, un peu de temps qui est investi dans l'activité, alors il y a du progrès qui va être fait. Donc, par exemple, là, je fais une petite courbe avec une situation abstraite. On imagine qu'il y a 4 activités potentielles d'apprentissage. Et on imagine que l'agent qui apprend, que ce soit un enfant ou une machine, eh bien, il va pouvoir potentiellement passer du temps dans ces différentes activités. Et là, les courbes de différentes couleurs, c'est l'évolution des performances en prédiction ou en maîtrise de ces activités au cours du temps s'il y passe du temps. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une activité bleue qui est très facile au début et très peu d'erreurs, et qui reste très facile, et puis 3 autres activités qui sont au début difficiles, et puis en fait au fur et à mesure qu'on y passe du temps, eh bien, pour la noire et la verte on va faire des progrès, mais à des vitesses différentes, et pour la rouge en fait, c'est impossible de faire des progrès. Donc c'est par exemple essayer de prédire la couleur des chemises des passants dans la rue. Et donc en fait l'hypothèse du progrès en apprentissage, elle va dire, eh bien, ce qui va être le plus intéressant à explorer à un moment donné, eh bien, c'est là où on fait le plus de progrès. C'est donc la dérivée de ces courbes, la pente de ces courbes. Et en fait, ça veut dire que donc, un apprenant, au départ, quand il ne connaît pas les activités qui se présentent à lui et qui peut potentiellement explorer, il est obligé un petit peu de les tester les unes et les autres pour se faire un petit peu une idée d'à quel point il peut faire des progrès. Donc au début, il les explore un peu toutes pareilles, mais assez vite, il doit s'apercevoir que la bleue et la rouge, il n'y a aucun progrès qui est fait. Par contre, la noire, il y a beaucoup de progrès qui est fait, donc il va surtout se focaliser sur celle-là, mais la verte, il y a aussi un peu de progrès, donc il va aussi un peu l'explorer. Puis à un moment donné, la noire, il va arriver à un plateau, il ne fait plus aucun progrès. Par contre, la verte, il continue à progresser, et donc il va se refocaliser là-dessus. Et donc, automatiquement, uniquement par ce mécanisme où on lui dit, où le cerveau s'organise en se focalisant là où il y a beaucoup de progrès, eh bien, va se former un curriculum d'apprentissage dans lequel l'apprentissage va d'abord se focaliser sur les activités pas encore maîtrisées, mais relativement faciles à apprendre, et puis ensuite, progressivement, passer à des activités un petit peu plus dures, et encore un petit peu plus dures, tout en évitant en permanence celles qui sont soit trop faciles, soit carrément impossibles. Et donc, en fait, ce principe-là, théorique, on l'a d'abord testé en essayant de construire des modèles de l'apprentissage de différents savoir-faire que les enfants font au cours de leur développement, en essayant de voir si ça permettait de reproduire un certain nombre des trajectoires de développement qu'on observe chez les enfants. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour modéliser le développement vocal, c'est-à-dire la manière dont les enfants, dans la première année de leur développement, vont apprendre à utiliser leur conduit vocal pour produire différents sons, produire des voyelles, produire des consonnes, des syllabes. Et en fait,
il y a un certain nombre de régularités dans le développement vocal qui sont bien connues depuis des années chez les enfants, mais pour lesquelles on n'avait pas vraiment d'explication, pas vraiment de théorie, à part peut-être l'hypothèse que peut-être il y a une sorte d'horloge dans le cerveau qui dit que d'abord les enfants, ils explorent certains types de voyelles, et puis certains types de consonnes très simples, et puis ensuite certains types de syllabes un peu plus compliquées. Mais ça reste une application très ad hoc. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre un modèle d'exploration et d'apprentissage dirigé par le mécanisme que je viens de vous décrire. Et en fait, on s'est aperçu avec un modèle physique simulé dans un ordinateur du conduit vocal, un modèle simulé de l'oreille, etc. Et on s'est aperçu en faisant des simulations que ça faisait apparaître automatiquement des curriculums d'apprentissage qui avaient exactement les mêmes régularités que celles qu'on observait chez les enfants humains. Donc, par exemple, le passage d'un stade où il y a des phonations comme A, O, A, O, sans consonne, à un stage où commence à y avoir des consonnes comme La, Ma, Ma, Ba, Ba, Ba. Et en fait, au début, avec un ensemble de vocalisations qui ne sont pas influencées par des vocalisations qui sont dans l'environnement linguistique de l'agent. En fait, on modélise aussi un environnement linguistique. Et puis seulement plus tard, en fait, une transition de vocalisations qui sont très simples à des vocalisations qui sont influencées par l'environnement linguistique avec des formes d'imitation. Et ça, c'est véritablement un phénomène qui n'est pas entre guillemets, programmé à la main dans le système, qui émerge au cours des interactions entre cette forme de mécanisme de curiosité, les propriétés d'apprentissage du cerveau et puis les propriétés physiques du conduit vocal. On s'est aperçu aussi que ces mêmes mécanismes permettaient d'expliquer pas simplement les régularités qu'on observe dans les trajectoires des enfants, mais aussi la diversité. C'est-à-dire que si on fait 1000 simulations, on va en avoir une grande majorité qui vont correspondre à des trajectoires qui sont les plus régulières chez les enfants, mais on va aussi avoir un certain nombre de trajectoires qui correspondent à des trajectoires très différentes, mais qu'on observe aussi dans des populations d'enfants. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est le résultat exactement du même mécanisme d'apprentissage et d'exploration. C'est pas que dans un cas de trajectoire très différente, il y a un mécanisme qui est cassé, qui marche pas bien. C'est juste des questions d'auto-organisation du système dynamique formé par l'interaction entre le système d'apprentissage, de curiosité, et le système physique. Alors, ce genre de modèle, on l'a fait dans différents domaines. Par exemple, on l'a fait pour modéliser le développement des outils. On a été capable aussi de reproduire un certain nombre de données sur les enfants. Mais ça restait encore, entre guillemets, une prédiction théorique sur des trajectoires développementales, on va dire, à grande échelle. Depuis quelques années, on a développé un certain nombre de paradigmes expérimentaux pour tester directement avec des apprenants humains, l'hypothèse du programme d'apprentissage. Et alors, ces paradigmes, ils ont d'abord été développés avec des adultes. Et l'idée, c'est on met des sujets humains dans une situation où ils ont plusieurs activités d'apprentissage. Alors là, c'était des activités, on va dire, un peu rigolotes, où c'est une sorte de jeu vidéo où il y a différentes familles de monstres. Et en fait, pour chaque famille, ils peuvent avoir des tailles et des formes un peu différentes. Et en fonction de leur forme et de leur taille, ils vont avoir des préférences de nourriture particulières. Et en fait, on peut interagir avec les différentes familles et essayer différents types de nourriture et voir celles qui préfèrent. Et en fait, il y a des familles qui sont très faciles à apprendre, d'autres qui sont moyennement difficiles, d'autres qui sont difficiles, et d'autres en fait qui sont complètement aléatoires. En fait, c'est aléatoire les préférences et c'est impossible d'apprendre à prédire. Et en fait, on a une population d'humains à qui on demande, vous avez par exemple une demi-heure ou une heure pour explorer ces activités d'apprentissage et on aimerait que vous exploriez comme vous le voulez et on leur donne aucune instruction. Et puis on a aussi d'autres populations dans lesquelles on dit, ah alors, on va vous donner ces différentes familles, votre objectif c'est de maximiser votre apprentissage et on va vous tester à la fin. Donc là, c'est un peu comme si on leur disait, là, votre objectif, c'est vraiment de maximiser le programme d'apprentissage pour voir ce qu'ils vont faire et pour voir si la population à qui on n'a donné aucune instruction va se comporter comme cette population ou de manière différente. Et donc, on a fait un certain nombre d'études de ces résultats qui comparaient à la fois ces deux populations et qui ont montré qu'effectivement, il y a une grosse partie de la population des sujets à qui on n'a donné aucune instruction qui se comportent comme la population à qui on a dit de maximiser son apprentissage. Et puis, on a fait aussi tout un certain nombre de modèles mathématiques qui permettent de reconstruire ce qu'on appelle les fonctions d'utilité, c'est-à-dire qu'est-ce que le cerveau va trouver intéressant et qui va permettre d'expliquer leur structure d'exploration.
Et en fait, je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques, mais ça nous a permis de montrer qu'effectivement, le progrès d'apprentissage était utilisé de manière importante pour guider ces processus d'exploration. Alors en fait, au-delà de ces mécanismes de modélisation, eh bien, on s'est intéressé aussi, je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, on s'est intéressé aussi à la manière dont on pouvait les implémenter dans les machines pour leur faire résoudre des problèmes difficiles. Par exemple, il y a tout un tas de problèmes dans le domaine de la robotique pour lesquels la plupart des méthodes qui existent eh bien, ne sont pas du tout efficaces pour permettre, par exemple, à un robot d'apprendre à interagir avec des outils. Et donc, nous, on a implémenté ces méthodes dans des robots. Donc là, je vous montre une petite vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais vous donner l'idée générale, dans lequel, en fait, le robot, au départ, on lui donne, donc il a accès à la capacité d'envoyer des commandes dans ses moteurs, mais il ne sait pas vraiment quelle est la forme de son corps, il ne sait pas vraiment, quand il envoie des commandes dans ses moteurs, qu'est-ce que ça va produire comme effet sur son corps et sur l'environnement. On lui donne des outils pour percevoir différents objets dans l'environnement, mais il ne sait pas tellement quels sont les mouvements possibles des objets, ni quelles sont les relations entre ces mouvements et les mouvements que lui, il peut faire avec son corps. Et donc, en fait, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que en mettant ce mécanisme de curiosité dans ce robot, eh bien, il va pouvoir organiser progressivement son apprentissage dans un curriculum où il va au début essayer un petit peu différentes choses, par exemple essayer de faire bouger un objet un petit peu loin, mais finalement il va s'apercevoir qu'il n'y a aucun progrès d'apprentissage est fait, donc il va arrêter de vouloir faire ça, il va essayer de faire bouger des objets plus près qui vont peut-être... Il va y avoir un peu de signal, mais ça va être difficile. Et puis, de temps en temps, il va essayer de faire bouger sa main. Il va se dire, ah, mais là, par contre, quand je fais bouger ma main, j'ai l'impression que j'arrive à de mieux en mieux la prédire. C'est ce qu'il y a de plus facile à apprendre à contrôler. Donc, il va se focaliser sur essayer de faire bouger sa main. Et puis, en fait, en faisant ça, il va s'apercevoir que sa main, elle peut pousser différents objets. Par exemple, les joysticks qui sont devant lui. Il y en a un qui fait rien de spécial, mais il y en a un autre qui, en fait, commande le jouet électrique qui est devant lui. Et en fait, là, il va s'apercevoir, ah, mais en fait, essayer de faire bouger ce jouet électrique, c'est une niche de progrès en apprentissage. Je vais maintenant me focaliser là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, il va apprendre, en fait, que ce petit jouet télécommandé, il peut pousser la balle qui est devant lui. Et en fait, en quelques heures, une quinzaine, une vingtaine d'heures, c'est vraiment très rapide, il va apprendre des stratégies pour faire bouger sa main de la bonne manière pour faire bouger le joystick, qui va lui-même contrôler le jouet électrique blanc, qui va lui-même faire bouger la balle. Et ça, c'est en fait assez impressionnant, parce que si on utilisait des techniques d'apprentissage beaucoup plus classiques, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de logiciels de chez Google DeepMind comme AlphaGo, qui bat les meilleurs joueurs du monde au jeu de Go, donc c'est extrêmement impressionnant. Mais ce sont des logiciels qui sont faits explicitement pour apprendre à un jeu très spécifique qui est le jeu de Go, et qui sont autorisés pour apprendre à jouer au jeu de Go, à jouer littéralement des milliards et des milliards de parties sur des super ordinateurs. Mais si on utilisait ces algorithmes d'apprentissage ici sur ce robot et qu'on lui donnait ton objectif, c'est d'apprendre à faire bouger la balle jaune, eh bien tout simplement, ça ne fonctionnerait pas. Il lui faudrait littéralement des millions d'années. Et en réalité, ce qu'on s'est aperçu, c'était que si on utilise des méthodes qui visent uniquement à optimiser un objectif qu'on impose à cette machine ou à des machines similaires, eh bien, dès que le problème devient un peu trop compliqué, eh bien, ces méthodes d'optimisation qui se focalisent sur un objectif bien particulier mais très compliqué, eh bien, ne fonctionnent plus du tout. Mais par contre, une méthode d'apprentissage et d'exploration beaucoup plus efficace, c'est de dire, oublie cet objectif pendant un moment, considère un ensemble d'objectifs potentiellement beaucoup plus larges, mais dans lequel tu es libre de t'organiser, de les explorer. Par exemple, en se focalisant sur ceux qui procurent le plus de progrès en apprentissage. Et puis, en générant ton curriculum d'apprentissage, eh bien, tu vas t'apercevoir que grâce à certains couplages structurels entre les tâches dans l'environnement, tu vas apprendre des savoir-faire qui vont être des marchepieds, qui progressivement vont t'amener à résoudre le problème difficile plus tard. Et selon une trajectoire qu'il était difficile de calculer à l'avance. Elle a été vraiment le résultat de l'exploration dirigée par cette curiosité. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on est vraiment capable d'observer et de mesurer dans des modèles avec des machines, et qui permet effectivement de valider une idée intuitive que parfois on peut avoir, qui est que pour être créatif, faire de l'innovation et résoudre des problèmes difficiles, eh bien, il faut parfois oublier l'objectif et faire preuve de créativité. Alors, revenons justement aux apprentissages chez les enfants.
Et après ce passage de recherche un peu fondamentale sur les apprentissages, eh bien, on s'est dit dans quelle mesure on ne pourrait pas exploiter ces nouvelles compréhensions pour mettre au point des technologies éducatives qui allaient aider les enfants à apprendre. Et donc, c'est ce qu'on a commencé il y a quelques années, en particulier en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le contexte de la classe, pour aider en particulier les enseignants aussi, qui ne peuvent pas être derrière chacun des élèves pour personnaliser un apprentissage qui parfois peut être demander des choses très, très, très particulières pour chaque élève. Est-ce qu'on ne pourrait pas les aider en leur fournissant des logiciels qui, au cours des interactions avec les enfants, vont être capables d'inférer, de deviner quels sont les types d'activités, les types d'exercices qui vont correspondre à là où l'enfant, à ce moment-là, va faire le plus de progrès en apprentissage. Et donc, on a commencé à explorer cette idée dans le cadre de l'apprentissage des mathématiques à l'école primaire. Et donc, on est parti de logiciels et d'approches qui sont des systèmes tutorés intelligents et qui, de manière générale, sont quand même en grande partie basés sur la proposition de curriculums d'apprentissage qui sont produits par des experts en didactique, ici des experts en didactique des maths, et qui sont en général des parcours d'apprentissage qui visent quand même entre guillemets, l'élève moyen, avec une capacité, la plupart du temps, limitée de faire des personnalisations. Et quand il y en a, ce sont, on va dire, des personnalisations à gros grains, où s'il se passe tel ou tel gros événement, voilà, on a 2 ou 3 parcours différents. Mais ça va rarement plus loin que ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, eh bien, on allait quand même, évidemment, utiliser cette connaissance didactique qui vient des experts, mais pas pour programmer de manière précise l'apprentissage, et plutôt pour mettre au point des catégories, une organisation des exercices et de catégories d'exercices qui fait sens d'un point de vue pédagogique, avec un graphe d'exercices en fait, où on va avoir différents types d'exercices et pour ces différents types, différents niveaux grossiers par exemple. Donc là, par exemple, il s'agissait au moment de cette expérimentation de sujets autour de la manipulation des nombres entiers et des nombres décimaux, addition, soustraction, et dans un cadre, un scénario de manipulation de la monnaie. Et à partir de ce graphe qui est basé sur les connaissances didactiques d'experts, eh bien en fait, on va faire partir le logiciel à partir d'un ensemble d'exercices qui, selon les experts, sont les bons exercices de base. Et puis, avec cet ensemble d'exercices de base, on va utiliser justement les algorithmes qui vont essayer d'identifier parmi ces exercices quels sont ceux qui fournissent le plus de progrès en apprentissage, et c'est ceux qui vont être proposés le plus souvent aux élèves. Et puis, dès qu'on va s'apercevoir en fait que certaines de ces activités sont bien maîtrisées, on va les enlever de cette zone d'exercice actif qu'on appelle la zone de développement proximal, et puis on va ouvrir des nouveaux types d'exercices, et on va avoir donc cette zone d'exercice actif qui va être dans laquelle l'algorithme va essayer d'identifier là où on fait le plus de progrès en apprentissage, et on va progressivement la faire se déplacer sur le graphe en fonction de chaque élève, en fonction des interactions avec chacun des élèves. Voilà, et donc là, on a une illustration, par exemple, de la manière dont le graphe peut se déformer au cours du temps. Et donc, on a fait, il y a quelques années, des études pilotes qui d'abord étaient sur un petit nombre d'élèves, et puis ensuite sur un nombre d'élèves plus grand, en particulier en région Aquitaine, dans un réseau de plus d'une trentaine de classes et auprès de plus d'un millier d'enfants de 7 à 8 ans. Eh bien, on a testé cet algorithme-là et on a étudié plusieurs choses. D'abord, on l'a comparé avec un système tutoré intelligent qui proposait une séquence pédagogique faite à la main par un expert en didactique. Et puis ensuite, on a testé plusieurs dimensions. D'abord, on a essayé de mesurer l'impact sur les apprentissages, et il y a 2 formes d'impact sur les apprentissages. D'abord, il y a essayé de voir au cours de l'interaction avec le système tutoré intelligent à quel niveau on est capable d'emmener les enfants. Et puis ensuite, il y a, en dehors de l'interaction avec le système d'apprentissage, on peut faire des pré-tests et des post-tests avant l'utilisation du système, avec des tests sur feuille de papier dans un autre contexte, et puis après l'utilisation du système, avec des tests aussi dans un autre contexte, et essayer de mesurer l'impact de ce type de système. Et on s'est aperçu effectivement qu'en termes d'apprentissage, l'utilisation d'un algorithme qui personnalisait les parcours permettait d'avoir des impacts sur l'apprentissage à la fois pendant l'apprentissage et en termes de différence entre les pré- et les post-tests,
qui était très favorable par rapport au curriculum designé à la main. Et ça, c'est en particulier dû au fait que le système qui personnalise va être beaucoup plus efficace pour les élèves qui sont très loin de la moyenne, entre guillemets, ceux qui ont des facilités, ceux qui ont des difficultés de différents types. On a aussi mesuré l'impact motivationnel. Et j'allais dire, c'est presque encore plus important l'impact motivationnel parce qu'au-delà de la compréhension d'un concept dans la classe, ce qui est probablement encore plus important, c'est d'amener les enfants à prendre plaisir pour l'apprentissage de ce type de connaissances et d'avoir l'envie par lui-même de continuer à explorer ce sujet-là par la suite. Et donc là, on utilise un certain nombre d'outils qui viennent de la psychologie expérimentale, où il y a des questionnaires qui permettent de mesurer ça. Et donc, on s'est aperçu aussi que l'utilisation de la personnalisation adaptative avec ces algorithmes-là et l'idée du programme d'apprentissage permettait d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus motivants que les systèmes qui sont faits à la main. Alors, petite remarque, je ne vous ai pas parlé exactement de tous les cas qu'on comparait ici. Il y a deux cas particulièrement intéressants auxquels on s'est intéressé. On a aussi considéré l'idée de rajouter la possibilité aux enfants de faire des choix dans leurs apprentissages. C'est-à-dire que plutôt que de leur imposer des exercices dans une séquence particulière, ce qui, en fait, d'une certaine manière, n'est pas totalement en accord avec le modèle théorique de la curiosité que je vous ai présenté précédemment, dans lequel l'idée, c'est que les enfants eux-mêmes organisent leurs apprentissages. Eh bien, on a réintroduit une forme d'agentivité dans le système en leur permettant de faire des choix, mais sur des dimensions qui ne sont pas des dimensions pédagogiques. Par exemple, choisir le scénario visuel dans lequel ils souhaitaient travailler. Donc, on peut le voir comme une forme de gamification. Et en fait, on s'est aperçu d'un résultat assez étonnant, mais qu'on comprend en fait maintenant, c'est que si on rajoute cette possibilité de choix à l'algorithme qui personnalise les apprentissages, eh bien, ça va booster à la fois l'efficacité de l'apprentissage et de la motivation du système qui utilise l'algorithme de personnalisation. Par contre, quand on ajoute le choix au système qui fournit une séquence pédagogique faite à la main, la motivation va être augmentée, ce qui est dû à la gamification, mais l'efficacité de l'apprentissage va être diminuée. Et la raison, en fait, on peut la comprendre, c'est qu'en fait, la séquence prédéfinie, elle est frustrante pour beaucoup d'élèves, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, soit ils ont des facilités et ça va trop lentement pour eux, ils ont des difficultés, ils se retrouvent bloqués et le système ne leur propose rien d'autre de spécialement motivant. Et donc, ils voient la gamification comme une manière d'échapper à cet obstacle. Alors que les élèves qui sont dans le système avec de la personnalisation, eh bien, leur cerveau se retrouve dans une activité qui est motivante, ils sont dans un état de flow, et en fait, ça va tout simplement, ils vont rester engagés dans l'activité d'apprentissage tout en étant tout simplement plus motivés. Donc ça, c'est assez important à comprendre de manière plus générale pour les systèmes tutorés intelligents. Alors, je vais accélérer parce que je vois que le temps passe, donc je vais aller très vite sur la fin pour juste vous donner une idée générale, vous mentionner des sujets, et puis s'il y a des sujets que les uns et les autres veulent creuser, bon, on va pouvoir poser des questions, et puis aussi après, vous pourrez tout simplement me contacter et je pourrai vous envoyer plus d'informations. Alors, je vais beaucoup plus vite. Donc, déjà, première chose, on a testé cette idée de personnalisation sur des populations d'enfants avec des difficultés développementales, comme les troubles de l'autisme, et on a des résultats extrêmement intéressants et positifs là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'après ces expériences préliminaires, eh bien, on a beaucoup travaillé à essayer de transposer de manière plus industrielle, c'est-à-dire de manière plus utilisable par une population large d'enseignants ce type de système. Et en particulier, avec la collaboration avec Evidence-B, eh bien, c'est aujourd'hui ce système, cet algorithme basé sur le programme d'apprentissage qui est intégré à différents systèmes de grande échelle, comme le logiciel AdaptiveMap, qui aujourd'hui est disponible dans toutes les écoles de France, et puis d'autres systèmes comme par exemple AdaptiveLangue qui permet d'apprendre des éléments de langue. Et voilà, donc ça c'est vraiment très important parce qu'on est vraiment dans l'exemple d'une approche qui part d'une recherche fondamentale qui a été validée dans le domaine de l'éducation dans un certain nombre de classes et qui aujourd'hui on a réussi à faire passer et à rendre disponible grâce à un certain nombre d'acteurs auprès des enseignants. Alors, je conclue très vite en mentionnant quand même une autre dimension sur laquelle on travaille aujourd'hui et qui est importante, c'est comment est-ce qu'on peut aussi développer des outils qui vont permettre directement
de muscler, si je puis dire, les processus de curiosité chez les enfants. Eh bien, l'une des approches qu'on utilise et qui est très importante, c'est de les aider et de les entraîner à formuler des questions curieuses. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, les mécanismes, les processus de curiosité, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont basés sur des mécanismes métacognitifs et dans lesquels, en fait, il est très important pour se retrouver dans un état de curiosité que le cerveau s'aperçoive qu'il ne sait pas quelque chose, qu'il lui manque des informations. Et en réalité, pour s'apercevoir de ça, le langage est extrêmement important et la formulation de questions est une activité qui amène à s'en rendre compte. Et la formulation de questions, c'est quelque chose qui est très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue social, l'environnement de la classe souvent est assez difficile et n'a pas été pensé pour amener les enfants à pratiquer l'exercice de poser des questions curieuses, à la fois parce qu'ils ont peur des réactions des autres enfants, parce qu'ils vont avoir l'air d'être les enfants un peu les préférés du prof, si on peut dire. Et puis aussi parce que les enseignants, souvent, n'ont pas forcément le réflexe ou l'idée de mettre la classe dans une situation où c'est les enfants qui sont amenés à poser des questions curieuses et où les enseignants vont se mettre dans une position où parfois ils ne vont pas connaître la réponse et justement ils vont montrer qu'ils sont confortables avec le fait de ne pas connaître la réponse. Et c'est extrêmement important de se mettre dans ces situations-là parce que ce qui peut bloquer les enfants à poser des questions curieuses, c'est de montrer aux autres qu'ils ne connaissent pas la réponse. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, mais il y a aussi des obstacles qui sont tout simplement cognitifs et métacognitifs et linguistiques. Et donc, nous, on a travaillé en particulier là-dessus, en essayant de développer un certain nombre d'interventions pédagogiques avec des agents conversationnels qui, en interagissant avec les enfants dans un environnement dans lequel ils vont se sentir en sécurité, où il ne va pas y avoir, entre guillemets, les voisins, le prof qui va être là tout de suite pour peut-être, selon eux, porter un jugement. Et donc, on va les amener à poser, on va les inciter, on va leur proposer différents types d'indices. Alors, on a expérimenté différents types d'indices syntaxiques, sémantiques, les amener à poser des questions curieuses. Donc là, voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que là aussi, on a fait un certain nombre d'expérimentations dans les classes. Donc, c'est le travail, en fait, de Rania Abdelghani, qui fait une thèse d'excellente qualité et qui est aussi une thèse CIFRE en collaboration avec l'entreprise Evidence V. Donc, on a pu montrer qu'en fait, ce type d'exercice permettait de développer et d'améliorer significativement la capacité à poser des questions curieuses et qu'en fait, cette amélioration, elle avait aussi des impacts positifs quand les enfants, dans une deuxième phase, étaient mis dans un contexte où ils étaient libres d'explorer un certain nombre de contenus informationnels, des vidéos pour apprendre des choses sur différents sujets, par exemple, et qu'on observait la structure de leur exploration, on s'apercevait que quand ils avaient fait les exercices d'entraînement ou à poser des questions curieuses avant, ils exploraient de manière plus longue, plus structurée, plus efficace ces sujets-là. On a commencé aussi à s'intéresser à la manière dont ces agents conversationnels pouvaient être non pas fabriqués totalement à la main, ce qui était fait dans ces premières études, ce qui était intéressant, mais ce qui ne passe pas à l'échelle, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ici, il y a des experts qui, pour chacun des exercices, doivent produire des indices à la main, et c'est très, très difficile de le faire à grande échelle. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait utiliser des outils comme les grands modèles de langage, comme GPT, par exemple, pour aider à le faire. On a des résultats très encourageants. Et enfin, rapidement pour conclure, on a aussi une réflexion très importante aujourd'hui sur le rôle des grands modèles de langage dans la classe. Il y a tout un tas de gens qui, effectivement, ont commencé à se dire « mais ça pourrait être des outils éducatifs extraordinaires qui vont pouvoir permettre d'avoir des activités d'apprentissage qui vont être engageantes pour les enfants et qui vont peut-être permettre d'apprendre plus efficacement un certain nombre de choses. » C'est peut-être vrai, mais peut-être pas n'importe comment et dans n'importe quel contexte. Et en fait, on a aussi un certain nombre de bonnes raisons de penser que si, par exemple, on laisse les enfants interagir avec les modèles de langage de manière non structurée et sans en comprendre le contexte et sans contrôler la manière d'interagir avec les modèles de langage, c'est peut-être même l'inverse qui va se passer.
C'est-à-dire que peut-être que les enfants vont perdre du contrôle sur leur mode d'apprentissage. Et c'est peut-être dû, par exemple, à un certain nombre de propriétés très particulières de l'interaction avec ces modèles de langage. Les enfants, ils entendent parler de ces modèles de langage, par exemple, dans les médias, où on leur parle de systèmes qui sont un peu comme des super-intelligences. Quand ils interagissent avec ces systèmes-là, ils voient un logiciel qui parle de manière extrêmement sophistiquée, sans jamais douter de ce qu'il dit. Et en réalité, le problème, c'est que les enfants, comme les adultes, tous les humains, il y a un certain nombre de biais cognitifs qui font que quand on est devant eh bien, une information qui est présentée de manière assez affirmative, autoritaire, et qui a l'air cosmétiquement d'avoir une forme d'autorité de connaissance, eh bien, le cerveau est assez facilement amené à croire facilement ces informations et à avoir du mal à prendre un recul critique. Et ce n'est pas simplement chez les enfants, c'est aussi chez les étudiants d'université. Par exemple, récemment, il y a un prof à HEC qui a fait une expérience avec un certain nombre d'élèves où il a donné un sujet assez classique d'HEC. Et puis, il y a un groupe d'élèves, il leur a dit, bon, bah, vous faites tout seul, classiquement. Et puis, il y a un autre groupe d'élèves, il leur a dit, bon, bah, voilà un texte qui a été généré par ChatGPT pour répondre à cet exercice-là. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, vous pouvez le corriger, vous pouvez le modifier comme vous voulez, vous pouvez même, si vous ne voulez pas l'utiliser, et voilà, vous pouvez le faire. Et puis ensuite, il a demandé à des correcteurs de corriger les différentes copies des différents groupes et qui ne savaient pas donc, les correcteurs dans quel groupe ils étaient. Et ben, ceux qui ont travaillé tout seuls, ils ont eu de bien meilleures notes. Et en analysant effectivement, ils sont aperçus que ceux qui avaient eu le texte de ChatGPT, ils avaient quelque chose qui était très près de ChatGPT, ils avaient eu du mal à s'en départir. Et pourtant, ce sont les élèves d'HEC dont on peut dire qu'ils ont un certain recul critique. Donc, imaginez des enfants. Donc, aujourd'hui, c'est absolument important de réaliser et de comprendre quelles sont les démarches éducatives qu'on pourrait faire pour permettre de transformer ces outils en outils qui sont positivement utilisés de la bonne manière. Et donc, il y a des enjeux, par exemple, d'éducation à la littératie sur l'IA générative. Donc, par exemple, on a commencé à développer des outils pédagogiques pour permettre aux enfants de bien comprendre les enjeux et les limites et les opportunités de ces systèmes. Et puis, c'est aussi important d'entraîner pas simplement leur curiosité, mais plus généralement leur esprit critique. Et donc, on est en train en ce moment de travailler sur un certain nombre aussi de systèmes tutorés intelligents qui visent d'amener les enfants à développer des savoir-faire métacognitifs qui vont les amener à avoir un esprit critique, en particulier dans le contexte de l'interaction avec les modèles de langage. Je m'arrête là et je suis désolé d'avoir un petit peu débordé. Alors, il reste 3-4 minutes. J'ai l'impression que Fanny, on a répondu à votre question. Ces questions curieuses correspondent aux prompts utilisés par ChatGPT par exemple. Elle vous posait la question. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de répondre, mais j'ai l'impression que vous avez répondu. Hein. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Alors, ces questions curieuses donc, que vous évoquiez, correspondent-elles aux prompts utilisés par ChatGPT, par exemple? Alors en fait, là ce qu'on demande à GPT dans cette expérimentation-là, c'est pas de générer des questions, c'est de générer des indices syntaxiques et sémantiques qui vont amener les enfants à générer des questions curieuses. Donc par exemple, si on donne un texte aux enfants à propos des dinosaures ou à propos d'une partie de l'histoire, eh bien, en fait, on va utiliser ChatGPT pour proposer des mots-clés qui vont être des thèmes qui sont en lien avec le sujet dans le texte, mais qui sont un tout petit peu décalés de manière à stimuler la pensée divergente de l'enfant pour qu'il arrive à trouver un sujet qui a rapport avec le texte, mais où la réponse, elle n'est pas dans le texte. Donc, c'est un peu comme ça qu'on utilise. Et par ailleurs, dans ce genre de système, le système GPT n'est pas directement mis en interaction avec les enfants. En fait, ici, c'est pour générer les contenus qui sont d'abord vérifiés par des profs ou des experts et qui sont ensuite présentés aux enfants. Il n'y a pas d'interaction directe entre GPT et les enfants. Ok, on va devoir conclure, je suis désolée parce que ça va se couper, sinon on n'aura pas le temps de se dire au revoir. Je ne sais pas si Christophe, il y a des possibilités pour que les personnes présentes puissent envoyer des questions à Pierre-Yves après la conférence. Je ne sais pas s'il est prévu que Évidence B fasse un lien. On va voir si vous avez des questions. On va voir comment on va gérer ça. Merci Pierre-Yves. En tout cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un email, par exemple. Moi, je serais ravi de répondre aux questions des uns et des autres. D'accord. Je demande, Adeline. Je demande.
Merci beaucoup, merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Pierre-Yves, au revoir.